Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va continuer avec le chapitre de la radioactivité. Alors, jusqu'à maintenant, on a considéré uniquement le cas où un radionucléide se désintègre pour produire un élément stable. Mais en réalité, dans la majorité des cas, le radionucléide produit le nucléide produit lors de la première désintégration n'est pas stable. Et donc, lui aussi va se désintégrer. Donc, c'est un radionucléide, lui aussi. Et ainsi de suite. Le troisième nucléide produit peut aussi, lui aussi, être un radionucléide instable, donc qui va lui aussi se désintégrer jusqu'à l'obtention d'un nucléide stable. Alors, cette succession de désintégration s'appelle filiation radioactive. Alors, jusqu'à maintenant, on a trouvé qu'il peut exister jusqu'à 15 désintégrations successives. Alors, comme exemple, on donne l'exemple de l'uranium 238. Alors, lorsqu'il se désintègre, pour donner le plan 206 qui est stable, il faut 14 désintégrations intermédiaires. Donc d'abord, l'uranium 238 va donner du thorium 234. Ensuite, on aura du proactinium 234. Ensuite, de l'uranium 234. Ensuite, le thorium, le radium, le radon. Et ainsi de suite, jusqu'à l'obtention, à la fin de toutes ces désintégrations successives, à la fin, on va obtenir le plan 206 qui est un nucléide stable, qui ne va plus se désintégrer. Donc, nous, dans ce chapitre-là, ou bien dans le cadre de notre cours, on va se limiter au cas où l'on a uniquement deux désintégrations successives qui conduiront à un élément stable. Donc, par exemple, on a le premier élément X1 qui est un radionucléide, ça veut dire instable, qui va se désintégrer pour donner l'élément X2 qui lui aussi est un radionucléide, qui va se désintégrer à son tour pour donner l'élément X1 qui est un nucléide stable, qui ne va pas se désintégrer. Alors, les noyaux de l'élément X1 sont appelés noyaux parents ou bien radionucléides pairs. Les noyaux de l'élément X2 sont appelés les noyaux descendants ou bien le radionucléide fils. Et le dernier, c'est le nucléide stable. Alors, supposons que dans un échantillon, et à l'instant t égale à 0, ça veut dire au tout début, il n'y a que des noyaux du nucléide pair X1. Ça veut dire que N1, 0, ça veut dire le nombre de noyaux de l'élément X1, nombre de noyaux à l'instant t égale à 0, n'est pas nul. Non. Donc il est différent de 0. Par contre, le nombre de noyaux initial pour l'élément X2, c'est 0. Et la même chose pour l'élément X3, 0. Donc, on a uniquement des noyaux de l'élément X1 ou bien du nucléide pair. Donc, à l'instant t égale à 0, on a N1 de t égale à 0 égale à N1, 0, qui est différent de 0. Et N2, c'est 0. N3, c'est 0. Alors, entre le temps t et t plus dt, les nombres des noyaux X1, X2, X3, ça veut dire N1, N2, N3. N1, nombre des noyaux de X1. N2, nombre de noyaux X2. Et N3, nombre de noyaux X3. Donc, ces nombres-là subissent des variations. Ces variations sont DN1, DN2 et DN3. Alors, DN1, on sait que c'est une variation négative, puisqu'on sait que le premier nucléide pair va se désintégrer, donc le nombre de ces noyaux va diminuer avec le temps.
Donc, au cours de cet intervalle de temps dt, il va disparaître ou bien il va se désintégrer lambda 1, N1 dt, noyau du nucléide pair. Ça veut dire que le nombre de noyaux qui vont se désintégrer pendant cet intervalle de temps est égal à lambda 1, N1 dt, comme on l'a vu au début du cours. Alors, ces noyaux qui se sont désintégrés vont former des noyaux. Alors, lorsqu'ils se désintègrent, ils vont se transformer en noyau X2. Ça veut dire que pour l'élément X2, pendant cet intervalle de temps-là, dt, il va apparaître, ou bien il va se former, le même nombre de noyaux X1 qui se sont désintégrés. Ce même nombre-là va apparaître sous la forme de noyau X2. Mais en même temps, puisque les noyaux X2 sont des radionucléides, ça veut dire qu'ils vont eux aussi se désintégrer. Donc, il va en disparaître un nombre lambda de N2 dt de ces noyaux-là. Et enfin, pour l'élément X3, alors ces noyaux de X2 qui vont disparaître ou bien qui vont se désintégrer vont se transformer en fin de compte en noyau du nucléide stable, ça veut dire X3. Donc on pourra écrire ici que la variation du nombre de noyaux N1, ça veut dire du radionucléide X1, c'est dNA égale à moins, puisque c'est une variation négative, donc c'est moins lambda 1 N1 dt. Ça veut dire que le nombre de noyaux X1 va diminuer. Pour le nombre de noyaux X2, la variation dN2, c'est plus lambda 1 N1 dt, puisque c'est le nombre de noyaux X2 qui vont se former, mais en même temps, parmi ces noyaux, un certain nombre va se désintégrer. Ce nombre-là est égal à lambda de N2 dt. Ça veut dire qu'on aura la variation totale dN2 pour les noyaux X2, ça sera plus lambda 1 N1 dt moins lambda de N2 dt. Ça, c'est le nombre de noyaux X2 qui se sont formés après la désintégration des noyaux X1. Et parmi ces noyaux qui se sont formés, une partie s'est désintégrée. Et donc, on aura plus lambda 1 N1 dt moins lambda 2 N2 dt. Ça veut dire lambda 1 N1 moins lambda 2 N2, le tout multiplié par dt. Pour la variation du nombre de noyaux de X3, alors le nombre de noyaux X3, c'est le nombre de noyaux X2 qui se sont désintégrés. Parce que chaque noyau X2 qui va se désintégrer va se transformer, ou bien il va donner naissance à un noyau X3. Et donc, la variation ici, elle est positive. Le nombre de noyaux X3 va augmenter. Donc, on aura plus lambda de N2 dt. Et puisque ce nombre de noyaux, enfin, les noyaux X1 sont stables, donc il n'y aura pas de désintégration. Donc, il n'y aura que des formations de noyaux X3. Alors, en intégrant ces trois équations-là, on obtiendra l'expression des différents nombres de noyaux en fonction du temps. Donc, en intégrant cette première relation-là, ou bien équation-là, on aura la loi que l'on a déjà vue de désintégration d'un radionucléide normal. Donc, on a N1, c'est N10 exponentiellement lambda 1t. Donc, pour les noyaux pairs, c'est très simple. On applique directement la loi de décroissance radioactive. C'est la même loi qu'on a déjà vue dans la vidéo précédente. Par contre, pour le nombre de noyaux X2, puisque d'un côté, il y a formation de noyaux, et en même temps, il y a désintégration, ça veut dire disparition de noyaux. Donc, l'expression de N2 est un peu plus compliquée. Donc, elle s'écrit sous cette forme-là. Elle est en fonction
de lambda 1 et de lambda 2, et aussi du nombre initial de noyaux de x1, ça veut dire n1, 0. Donc on a n2, c'est lambda 1 sur lambda 2 moins lambda 1, fois n1, 0, ça veut dire le nombre initial de noyaux de x1, fois exponentielle moins lambda 1t, moins exponentielle moins lambda 2t. Pour le nombre de noyaux x3, il est égal au nombre de noyaux initial x1 moins le nombre de noyaux x1 qui reste à l'instant t plus le nombre de noyaux x2. Alors, pour comprendre, on va voir ça. Donc, notre échantillon, au début, il ne contenait que... Alors ça, cette sphère-là représente les noyaux x1, par exemple, en bleu foncé. En bleu clair, c'est les noyaux x2 et en jaune, c'est les noyaux x3. Donc au début, à l'instant t égale à 0, l'échantillon ne contenait que des noyaux x1, ça veut dire du nucléide pair. Leur nombre était égal à n1, 0. Après un certain temps t, une partie de ces noyaux s'est désintégrée. Donc la partie qui s'est désintégrée s'est transformée en noyau x2. Donc toute cette partie-là, en un certain temps, c'était des noyaux x2. Mais puisque les noyaux x2 sont des radionucléides, ça veut dire qu'ils se désintègrent avec le temps. Donc une partie de ces noyaux-là s'est désintégrée et a formé des noyaux x3. Donc après l'intervalle de temps t, dans l'échantillon, nous avons n1 noyau x1, n2 noyau x2 et n3 noyau x3. Alors le nombre de ces noyaux de x3 est égal au nombre initial, ça veut dire le nombre total des noyaux qui constituent l'échantillon, moins le nombre de noyaux de x1 qui ne se sont pas désintégrés, moins le nombre de noyaux x2 qui se sont formés, dont une partie s'est formée et l'autre partie s'est désintégrée. Donc c'est le nombre de noyaux qui existent dans l'échantillon à l'instant t. Donc en faisant n1, 0 moins ça et ça, on obtient n3. Alors, les activités radioactives correspondantes, ça veut dire qui correspondent aux différents radionucléides. Alors, pour les nucléides pairs, on a A1. C'est comme le cas simple. Donc, on a A1, c'est lambda 1, N1 est égal à A1, 0, exponentielle moins lambda 1T. C'est la même loi, elle ne change pas. Par contre, pour X2, ça veut dire A2, l'activité du radionucléide X2, elle est toujours, donc l'activité elle est toujours égale à lambda 1. Donc ici on mettra lambda 2, N2. Donc en multipliant lambda 2 fois, donc en mettant lambda 2 fois N2, on va obtenir cette expression-là. Donc on aura lambda 2, lambda 1 sur lambda 2 moins lambda 1 avec lambda 1 fois N1, 0, c'est A1, 0. C'est pourquoi ici on a écrit lambda 2. Alors lambda 1 qui devait être ici, il est à l'intérieur de A1, 0. A1, 0, c'est lambda 1 fois N1. Par contre, pour l'élément X3 qui est stable, donc il n'y a pas de désintégration, son activité elle est toujours égale à 0. Donc il n'a pas d'activité. Il n'est pas radioactif. Alors maintenant, on va voir la courbe de variation de N2 et A2 en fonction du temps. Alors si on compare ces deux expressions pour l'activité, l'expression de l'activité et l'expression du nombre de noyaux, c'est pratiquement la même expression. Ça veut dire que c'est la même allure. Il y a
une constante entre les deux seulement, qui est lambda 2. Donc, l'allure de la courbe de l'activité A2 et de N2, elle aura cette forme-là. Alors, comment on sait ça? C'est parce qu'on sait qu'au début, l'échantillon contenait 0 noyau. Donc, à l'instant t égale à 0, l'activité A2 était égale à 0. Et aussi le nombre, si on veut représenter le nombre N2 des noyaux, il était lui aussi égal à 0. Alors, on sait que lorsque temps va tendre vers l'infini, tous les noyaux de l'élément x2 vont se désintégrer. Donc, le nombre de noyaux sera égal à 0. Et aussi, l'activité sera égale à 0. Donc, au début, à l'instant t, nous avons A2 est égal à 0. Et à l'instant t égale à l'infini, nous avons A2 égale à 0. Ça veut dire que cette courbe va passer par un maximum. Elle va augmenter, augmenter. Ensuite, elle va diminuer. Alors, ce maximum-là, il sera atteint à un instant t qu'on va appeler t max. Ce n'est pas le maximum du temps. Le maximum du temps, c'est l'infini. T max, ça veut dire c'est le temps qui correspond au maximum de l'activité. Et aussi le maximum du nombre de noyaux. Et donc, pour trouver cet instant t max, on sait que la dérivée ici, au sommet, elle est égale à 0 par rapport au temps. La dérivée de l'activité par rapport au temps est égale à 0. La même chose pour N2. Donc, si on met dN2 sur dt, lorsque t est égal à t max est égal à 0, ou bien, si on fait dA2 sur dt, lorsque t est égal à t1 égale à 0, donc en dérivant cette expression-là par rapport au temps, ou bien celle-là par rapport au temps, et en mettant cette dérivée égale à 0, on va obtenir t max égale à ça. Donc t max, c'est ln de lambda 2 sur lambda 1 sur lambda 2 moins lambda 1. Maintenant, on va voir les différents cas d'équilibre entre les activités du radionucléide père et du radionucléide fils. Donc, on a plusieurs cas. Dans le premier cas, c'est lorsque T1 est supérieur à T2. Ça veut dire que lorsque la période du père est supérieure à la période du fils. Ça veut dire que l'activité du père est plus faible que l'activité du fils. Le deuxième cas, alors dans ce cas, on dit qu'on va atteindre, on va le voir ultérieurement en détail, mais on va atteindre un équilibre. Alors lorsque T1 est inférieur à T2, ça veut dire que l'activité du père est supérieure à l'activité du fils. Dans ce cas, il n'y a pas d'équilibre. Et lorsque les deux périodes sont proches ou bien presque égales, ça veut dire que les activités des deux radionucléides sont égales, on dit qu'on est dans le cas des périodes voisines. Alors, équilibre, ça veut dire quoi? C'est lorsque le rapport entre l'activité du fils et l'activité du père est constant. Alors, dans ce cas, on dit qu'il y a équilibre. Si ce rapport n'est pas constant dans le temps, on dit qu'il n'y a pas d'équilibre. Donc, on va commencer par le premier cas. Lorsque la période du père est supérieure à la période du fils, ça veut dire que lambda 1 est inférieur à lambda 2. Alors, si on trace la courbe de l'activité A1, celle du père, on aura la courbe classique qu'on connaît, puisque l'activité du père n'est pas influencée par la nature du fils. Le fils, qu'il soit radioactif ou non, ça ne va rien changer pour le père. Donc, son activité va décroître selon la loi qu'on a déjà connue. Par contre, pour le fils, donc, au début, à l'instant t égale à 0, puisqu'il n'y avait aucun noyau x2 dans l'échantillon, donc son activité, elle était nulle. Avec le temps, et avec la formation des noyaux X2, l'activité du fils va
augmenter. Donc, elle va augmenter, augmenter. Comme on l'a dit précédemment, elle va atteindre un maximum à l'instant t égale à t max. Ensuite, elle va diminuer. Alors, on sait que A2, son expression, c'est ça. On l'a déjà donné précédemment. Donc, c'est lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1 à 1, 0, exponentielle moins lambda 1 t moins exponentielle moins lambda 2 t. Alors, si lambda 1 est inférieur à lambda 2, ça veut dire que exponentielle moins lambda 1 est très grand par rapport à exponentielle moins lambda 2. Et donc, exponentielle moins lambda 1 t moins exponentielle moins lambda 2 t est égal à exponentielle moins lambda 1 t, puisque ce terme-là est négligeable par rapport à celui-là. Donc, il ne reste que cette partie-là. Donc, dans ce qui se trouve entre parenthèses, on ne va garder que cette partie, puisque cette partie est négligeable. Et donc, on aura A2 est égal à lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1 fois A1, 0, ça veut dire l'activité initiale du père, exponentielle moins lambda 1, t. Alors, si on divise, alors ça, ce terme-là, A1, 0, exponentielle moins lambda 1, t, il représente A1, l'activité du père. Donc, si on divise A2 sur A1, il va rester ce coefficient-là. Donc, on aura A2 sur A1 égale à lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1, qui est une constante. Et cette constante, elle est supérieure à 1. Ça veut dire que A2 sera supérieur à A1, comme c'est représenté ici. Donc, après l'instant, un certain temps t, supérieur à T1, A2 deviendra supérieur à A1, alors qu'avant cet instant-là, A1 était supérieur à A2. Donc, après cet instant-là, A2 est devenu supérieur à A1. Et plus le temps passe, donc, on aura le rapport A2 sur A1 égal à lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1, qui est une constante. Donc, on dira que les noyaux fils vont décroître avec la période du père. Et dans ce cas, on dit qu'on a atteint un équilibre appelé équilibre transitoire. Alors, je vais vous donner un exemple. Supposons qu'on a une machine. Enfin, qu'on a deux machines. Alors, ces deux machines vont fabriquer, à la fin du processus industriel, elles vont nous donner des téléphones portables, par exemple. Alors, supposons que la première machine produit les écrans du téléphone. Et la deuxième va assembler l'écran du téléphone avec le reste du téléphone et va donner le téléphone complet. Donc, si la première machine a une capacité de production de 1000 écrans par heure, par exemple, et que la deuxième a une capacité de production de 2000 téléphones par heure. Alors, en réalité, qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? On ne va pas avoir 2000 téléphones par heure, puisque pour avoir un téléphone, il faut avoir un écran. Mais la machine qui fabrique les écrans ne donne que 1000 écrans par heure. Donc, la deuxième machine sera obligée et elle ne va produire que 1000. Elle ne va produire que 1000 téléphones par heure, malgré qu'elle peut produire 2000 téléphones. Donc, elle est limitée par la capacité de production de la première machine qui produit des écrans. C'est la même chose ici. L'activité du père est devenue inférieure à l'activité du fils. Et donc, l'activité du fils va diminuer avec le temps et va suivre la courbe de l'activité du père.
Alors, il y a un cas particulier, on a dit précédemment, on a vu le cas T1 supérieur à T2. Alors maintenant, on va voir, dans ce cas-là, il y a un cas particulier qui est lorsque la période T1 est très très grande par rapport à T2, ou bien lambda 1 est très petit par rapport à lambda 2. Donc dans ce cas, l'activité du fils est très grande par rapport à l'activité du père. Donc ici, on a vu que l'activité du fils, pour atteindre son maximum, il lui a fallu un certain temps. Et entre-temps, l'activité du père, elle a diminué. La diminution est assez conséquente. Alors, dans le cas où T1 est très très grand par rapport à T2, l'activité du fils va augmenter rapidement, très 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 rapidement. Et donc, le temps nécessaire pour l'activité A2 pour atteindre son maximum et pour atteindre la valeur de A1 est très 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 faible. Donc, pendant ce temps-là, pour que, ici on voit l'activité du fils qui va augmenter très très rapidement. Mais entre-temps, l'activité du père n'a pratiquement pas diminué. Parce que ici, la période du père, elle est très très grande. Donc pour diminuer, il lui faut un temps très 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 important. Donc, pendant l'instant où l'activité du fils a atteint son maximum, l'activité du père n'a pratiquement pas diminué. Et donc, après cela, les deux activités sont pratiquement égales. Et dans ce cas-là, on dit qu'on a un équilibre séculaire. Donc, les deux activités sont égales. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se produire? C'est que le nombre de noyaux x2 va rester constant avec le temps. Puisque dans ce cas-là, le nombre de noyaux x2 va augmenter, il va augmenter. Ensuite, il va atteindre une certaine valeur et il va se stabiliser. Puisqu'après cet instant-là, par exemple cet instant-là où les activités sont devenues égales, après cet instant-là, tous les noyaux, on a d'abord un nombre de noyaux restant de noyaux x1 et un nombre de noyaux x2 qui se sont formés. Après cet instant-là, tous les noyaux qui vont se former après désintégration de x1 vont se désintégrer. Et le nombre de noyaux x2 vont rester constant. Donc, dans ce cas-là, on aura A1 de t est presque égal à A1, 0. Ça veut dire que l'activité du père n'a pas diminué. Elle est égale à son activité initiale. Comme on a dit ici, elle n'a pratiquement pas diminué. Ensuite, pour l'activité 2, on aura A2 de t égale à A1, 0 fois 1 moins exponentielle moins lambda 2 t. Alors, ceci pourquoi? Parce que si on prend cette relation-là pour A2, donc on avait dit que lambda 1 est très très petit par rapport à lambda 2. Donc, on peut négliger lambda 1 ici. Donc, il va rester lambda 2 sur lambda 2, ça veut dire c'est 1. Donc, il va rester A2 égale à A1, 0 fois cette expression-là. Alors, ici, exponentielle moins lambda 1 t, puisque lambda 1 est très très petit, donc c'est pratiquement exponentielle 0, ça veut dire c'est 1. Donc, il ne va rester que cette forme-là pour A2. Donc, A2 sera égal à A1, 0 fois 1 moins exponentielle moins lambda 2 t. Alors, si le temps, donc lorsque le temps passe et qu'il est maintenant supérieur à T2,
Alors, dans ce cas, cette exponentielle-là, exponentielle moins lambda de t, donc lambda 2 est très grand, multiplié par le temps, on aura pratiquement exponentielle moins l'infini, ou bien moins un très très grand nombre. C'est pratiquement égal à 0. Et donc, ici, à la place de cette exponentielle, on aura 1, 0. Donc, on aura A2 égale à A1, 0. Et donc, si on fait le rapport A2 sur A1, ça sera A1, 0 sur A1, 0 est égal à 1. Et donc, comme on l'a dit, ce rapport est constant. Donc, il y a équilibre. Cet équilibre, on l'appelle équilibre séculaire. Il est caractérisé par le fait que le nombre de noyaux x2 va rester constant avec le temps. Alors maintenant, on va voir l'autre cas lorsque les deux périodes sont presque égales. Ça veut dire aussi que les deux coefficients lambda 1 et lambda 2 sont égaux. Alors dans ce cas-là, l'activité du père elle diminue comme d'habitude. L'activité du fils va augmenter, elle va atteindre son maximum. Ensuite, elle va diminuer. Alors ici, il n'y a aucune approximation à faire. Donc si on divise A2 sur A1, on va obtenir cette expression-là. Cette expression-là n'est pas constante puisqu'elle est en fonction du temps. Si le temps change, ce rapport-là va changer. Donc ici, on dit qu'il n'y a pas d'équilibre. Alors ce qui est particulier dans ce cas, c'est que lorsque l'activité A2 atteint son maximum, elle est égale à l'activité du père. Donc les deux activités sont égales. Donc lorsqu'on a deux périodes presque égales, l'activité du fils atteint son maximum. Lorsqu'elle atteint son maximum, elle est égale à l'activité du père. Contrairement au cas précédent, par exemple ici. Ici, lorsqu'elle atteint son maximum, elle n'est pas égale à l'activité du père. Ici, l'activité du père est supérieure à l'activité du fils. Mais lorsque les deux périodes sont égales, lorsque A2 atteint son maximum, elle est égale à l'activité du père. Ça veut dire qu'elle est égale à A1. Donc, comme on l'a déjà dit, lorsque t est égal à T1, ça veut dire que lorsque A2 atteint son maximum, on a A2 qui est égal à A1. Alors, le dernier cas, c'est le cas où T1 est inférieur à T2. Ça veut dire lambda 1 supérieur à lambda 2. Donc, on a ici l'activité du père, elle diminue comme toujours, suivant la même loi. Pour le fils, elle augmente, elle atteint son maximum, ensuite elle diminue. Alors ici, le maximum est atteint après que l'activité du fils est devenue supérieure à celle du père. Donc, elle n'est pas égale, elle n'est pas atteinte ici. Mais ici on a A2 est supérieur à A1. Elle est très supérieure à A1. Et donc, si on fait le rapport A2 sur A1, donc on voit qu'il y a une très grosse différence entre les deux activités avec le temps. Alors, ce rapport n'est pas constant, donc il n'y a pas d'équilibre. Maintenant, on va parler de la période physique et de la période biologique. Et aussi de la période effective. Alors, dans tout ce qu'on... Alors, la période physique, c'est la période radioactive. C'est-à-dire, c'est le temps nécessaire pour que le nombre de noyaux présents dans l'échantillon diminue de moitié par voie radioactive. Ça veut dire par désintégration radioactive qui est un phénomène physique. La période biologique d'un élément chimique, c'est le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux ingérés ou bien inhalés
par un organisme vivant soit éliminé uniquement par des voies naturelles. Donc, si on injecte par exemple à un patient un certain nombre, par exemple 1 milliard de noyaux d'un certain élément, après un temps t égal à la période biologique, la moitié de ces noyaux vont être éliminés par exemple, par les voies naturelles, par la sueur, les urines, etc. Donc, cette élimination-là va déterminer la période biologique. Donc, pour un radionucléide donné, l'élimination se fait à la fois lorsqu'on parle d'organismes vivants ou bien d'êtres humains, etc. L'élimination dans ce cas se fait par deux voies. Par voie naturelle, selon la période biologique, et par décroissance radioactive, selon la période radioactive. Alors, ceci va conduire alors après cela, donc le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux soient éliminés n'est plus égal ni à la période biologique ni à la période radioactive. Il est égal à la période effective. Ça veut dire que c'est le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux présents dans l'organisme diminue de moitié par les deux voies, par voie naturelle et par voie ou bien par décroissance radioactive. Alors la période effective, elle est donnée par cette relation-là. Alors la période effective, elle est toujours inférieure aux deux autres périodes. Elle est toujours inférieure à la période physique et à la période biologique. Alors comme exemple, nous avons l'iode 131 a une période physique de 8 jours et une période biologique lorsqu'il est fixé sur la thyroïde égale à 30 jours. Alors dans ce cas-là, pour l'iode 131, la période effective est égale à 6,3 jours. Pour le technétium métastable, période physique 6 heures, période biologique 1 jour et période effective 4,8 heures. Pour le césium 137, période physique c'est 10 950 jours. Période biologique c'est 150 jours et la période effective c'est 148 jours. Donc vous voyez que la période effective est toujours inférieure aux deux autres périodes. Alors, merci pour votre attention et on continuera dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.